Le troisième dossier, c'est le dossier d'un patient que vous pouvez avoir en consultation de médecine générale, et dont vous vous occuperez en consultation d'hématologie. C'est un patient de 77 ans qui a eu un cancer de la prostate traité par radiothérapie à l'âge de 60 ans. Et ce cancer de la prostate ne semble pas poser de problème puisque ces PSA sont indosables. Et sa numération est anormale par contre. Elle retrouve 9,5 g d'hémoglobine avec un VGM à 105 femtolitres, des réticulocytes à 50 000 par millimètre cube, des plaquettes normales à 320 000 et une leucopénie à 2500 avec une neutropénie. La première question, c'était de décrire les anomalies de la numération et de demander des examens complémentaires si vous pensez que c'est nécessaire. Donc ce patient a une anémie macrocytaire, puisque le VGM est supérieur à 100 femtolitres, arrégénérative, puisque les réticulocytes sont inférieurs à 150 000 par millimètre cube. Et puis, ce qui est notable également, c'est la neutropénie inférieure à 1500 par millimètre cube. Il est bon de rechercher des causes extra-hématologiques à la macrocytose, comme une dysthyroïdie, une hypothyroïdie en particulier. Donc vous allez doser la TSH, une hépatopathie, donc vous allez faire un bilan hépatique, une carence vitaminique, vous allez doser la vitamine B12 et les folates, et sachant que toutes ces causes d'anémie macrocytaire n'expliqueraient pas parfaitement la neutropénie associée. Le diagnostic que vous devez suspecter chez un patient qui a comme ça des cytopénies avec une anémie macrocytaire, c'est une myélodysplasie, un syndrome myélodysplasique. Et la seule façon de faire ce diagnostic, c'est de réaliser un myélogramme par ponction sternale. La ponction sternale serait contre-indiquée si ça avait été par exemple une femme qui avait eu un cancer du sein avec de la radiothérapie, puisque le sternum est dans le champ de la radiothérapie des cancers du sein, mais chez ce patient, il n'y a aucun problème. Et vous devez demander un examen cytogénétique qui contribuera au diagnostic de la myélodysplasie et à son évaluation pronostique. Alors, le myélogramme retrouve une moelle riche avec des signes de dysmyélopoïèse. La population blastique représente 12% des cellules. Le karyotype retrouve la formule suivante, 45XY-7, donc délétion du chromosome 7 sur 20 mitoses sur 25 analysées. Quel est votre diagnostic? Donc là, vous avez tous les éléments du diagnostic de myélodysplasie, à savoir les cytopénies dans le sang, la dysmyélopoïèse, c'est-à-dire des anomalies cytologiques de la maturation myéloïde au niveau de la moelle, associées à un excès de blast à 12%, c'est-à-dire à plus de 10%, et une anomalie cytogénétique clonale fréquente dans les myélodysplasies, qui est la délétion du chromosome 7. Donc il s'agit d'une myélodysplasie. Pour être un peu plus fin, on parle d'anémie réfractaire avec excès de blast, puisqu'il y a plus de 5% de blast, et excès de blast de type 2, puisqu'il y en a plus de 10%. Mais là, c'est sans doute un petit peu spécialisé, cette précision. Et il est important de préciser que cette myélodysplasie est probablement secondaire à la radiothérapie. On considère que tout patient qui a reçu un traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie et qui développe une leucémie aiguë ou une myélodysplasie, on considère que le caractère secondaire est acquis chez ces patients. Y a-t-il une bonne corrélation entre la blatose sanguine et médulaire? Pas forcément. Là, vous voyez, chez ce patient, il n'y avait pas de blast dans le sang, il y en avait beaucoup dans la moelle. L'évaluation de la proportion de blast dans les myélodysplasies repose forcément sur le myélogramme, sauf quand elle se transforme en leucémie aiguë myéloïde. Et dans ce cas-là, il est possible que vous ayez plus de 20% de blast dans le sang. Et donc, s'il y en a plus de 20% dans le sang, il est certain qu'il y en a plus de 20% dans la moelle. D'accord. Et que nous apporte le nombre de mitoses dans la moelle? Ça n'a pas d'intérêt diagnostique. On voit éventuellement des figures de mitose, mais elles ne sont pas quantifiées, elles n'ont pas de valeur ni diagnostique ni pronostique. La troisième question, quelles sont les complications de cette pathologie, donc du syndrome myélodysplasique? Quels sont les facteurs pronostiques de cette maladie? Donc les complications des myélodysplasies, elles sont de trois types. D'une part, ce sont les complications liées aux cytopénies. Ce patient a une anémie, donc il peut avoir un syndrome anémique, des complications coronariennes, cardiovasculaires liées à l'anémie. D'autre part, les complications liées à la neutropénie. Ce patient a 1200 neutrophiles qui sont probablement anormaux au plan fonctionnel puisqu'ils sont issus de la différenciation du clone.
Et donc, la neutropénie expose à des complications, bien sûr, infectieuses, en particulier bactériennes. Le deuxième grand type de complications sont les complications liées au traitement. C'est des patients qui vont recevoir des transfusions itératives et qui peuvent avoir les complications de ces transfusions, infection par des virus présents dans les poches de sang, bien que ça soit désormais extrêmement rare, hémochromatose post-transfusionnelle, on y reviendra, et les complications liées à la maladie elle-même qui peut évoluer vers une leucémie aiguë myéloïde avec la proportion de blastes qui augmente et qui devient supérieure à 20%, et à ce moment-là, une maladie qui est beaucoup plus dure à traiter et dont le pronostic est beaucoup plus sombre. Les facteurs pronostiques sont assez bien codifiés. Ils reposent premièrement sur le nombre de cytopénies dans le sang, donc ce patient en a 2. Deuxièmement, sur le pourcentage de blastes médulaires, ce patient a un pourcentage élevé de blastes médulaires. Troisièmement, sur les données de la cytogénétique, on sait qu'il y a des karyotypes qui sont de meilleurs pronostics que d'autres. Et avec ces différents facteurs, on établit un score qui s'appelle le score IPSS. Voici ici le pronostic des patients en fonction de leur score IPSS. Là, c'est dans la partie supérieure, c'est la probabilité de développer une leucémie en fonction du score IPSS. Vous voyez que les patients qui ont un score élevé ont une leucémie très rapidement, dans les 3-4 mois qui suivent le diagnostic de leucémie en moyenne, alors que ceux qui ont un score bas vont avoir un développement de leucémie aiguë beaucoup plus tardif. Et la corrélation, là, ce que je vous ai montré, c'était les courbes de survie, et là, en bas, c'est la courbe d'évolution vers la leucémie aiguë myéloïde. Mais donc, ce score IPSS est tout à fait efficace pour apprécier le risque d'évolution de votre patient vers la leucémie ou vers le décès, malheureusement. La cinquième question, donc vous décidez de traiter ce patient par de la 5-azacitidine. Ça, c'est un traitement assez nouveau qui a été développé dans ces pathologies-là, qui est déméthylant, c'est-à-dire qu'il va retirer des groupements méthyl sur l'ADN. Ça va permettre, théoriquement, c'est le modèle théorique actuel, bien que ce soit probablement incomplet, l'expression de gènes suppresseurs de tumeurs et donc qui a des effets anti-leucémiques ou anti-myélodysplasiques. Et il a été montré que ce traitement améliore la survie des patients qui ont une myélodysplasie. Donc vous décidez de le traiter comme ça, c'est le traitement de référence actuellement pour les myélodysplasies de risque élevé, associé à un traitement symptomatique par des transfusions, parce que vous avez essayé de donner de l'érythropoïétine recombinante à ce patient et elle s'est avérée inefficace. Rédigez la lettre que vous adressez à votre médecin traitant. Ça, je pense que c'est une question, ce type de question, rédiger un courrier à un collègue, est une question qui peut tomber à l'ECN. Il faut que vous jouiez le jeu en rédigeant effectivement la lettre que vous feriez à votre collègue, comme vous rédigez actuellement des lettres dans vos services cliniques pour adresser vos patients pour un avis ou un examen. Alors j'ai proposé une notation qui est la suivante. Des points attribués à la forme de votre lettre. Il faut qu'il y ait la date, il faut qu'il y ait une formule introductive de type « cher confrère », une formule de politesse avant votre signature et bien sûr votre signature. Donc j'ai proposé de mettre des points pour tout ça. Puis dans le corps du texte, expliquer le motif de consultation du patient, le diagnostic retenu et sur quels arguments, et le type de prise en charge décidé avec le seuil transfusionnel retenu. Par exemple, donc, cher confrère, je viens de voir votre patient âgé de 77 ans que vous m'avez adressé pour une anémie macrocytaire régénérative avec neutropénie. Le bilan a compris un myélogramme qui a permis de porter le diagnostic de syndrome myélodysplasique associé à une monosomie 7 de type donc AREB de type 2, anémie réfractaire avec excès de blast de type 2, secondaire à la radiothérapie. Nous lui proposons un traitement par 5-azacitidine qui est le traitement de référence des myélodysplasies de haut risque, associé à des transfusions itératives, puisque ce patient ne répond pas à l'érythropoïétine. Et nous retenons comme seuil transfusionnel le seuil de 11 grammes par décilitre, puisqu'il a été prouvé
que les patients qui sont à 11 grammes par décilitre d'hémoglobine ou plus dans ces pathologies-là ont une survie augmentée. Par contre, on sait également qu'il ne faut pas essayer de ramener le chiffre d'hémoglobine à la normale, à 14, parce que là, on voit de nouveau une diminution de la survie des patients qui sont à 14 grammes, probablement du fait de complications post-transfusionnelles. Quel est le traitement des myélodysplasies à score pronostic bas? Alors, les patients qui ont une myélodysplasie de bas risque, on leur propose, selon leur âge, soit un traitement curatif qui est l'allogreffe de moelle osseuse, donc qui est un traitement extrêmement lourd mais qui permet de guérir de la maladie. Donc un patient de 50 ans qui a une myélodysplasie, on va lui proposer ce type d'approche s'il a un donneur de moelle HLA compatible. Les patients âgés, et c'est le cas de 95% des patients qui ont une myélodysplasie, on leur propose uniquement un traitement de support, c'est-à-dire de l'érythropoïétine recombinante pour augmenter le taux d'hémoglobine. Si c'est insuffisant, des transfusions itératives et éventuellement des facteurs de croissance granuleux, le GM-CSF, si le patient a une neutropénie qui se complique d'infections bactériennes à répétition. La cinquième question, je vous demandais d'expliquer quels sont les bénéfices attendus et les risques des transfusions sanguines et de préciser quel type de produit sanguin vous alliez transfuser à ce patient. Alors les bénéfices attendus, c'est un bénéfice de survie chez ces patients-là et également un bénéfice bien sûr pour la qualité de vie. Vous imaginez bien qu'un patient à 8 grammes d'hémoglobine va avoir beaucoup plus de mal à vivre sa vie normalement qu'un patient qui a 11 grammes d'hémoglobine et qui ne souffre pas de syndrome anémique. Les risques sont modérés, il y a bien sûr le risque d'infection virale transfusionnelle, mais actuellement c'est tout à fait anecdotique et donc on est loin de l'affaire du sang contaminé. Il y a les accidents de surcharge liés au volume des culoglobulaires transfusés. Il faut savoir que quand on transfuse 2 culos, on apporte quasiment 800 ml de volume plasmatique en plus. Et chez un patient qui a un état cardiovasculaire un petit peu fragile, il y a un risque d'œdème pulmonaire, ce qu'on peut prévenir en administrant des diurétiques comme du Lasix entre les 2 culoglobulaires pour permettre aux patients d'éliminer la surcharge volémique. Puis il y a les risques beaucoup plus rares qui sont des risques immunologiques comme le TRALI, qui est l'apparition d'une détresse respiratoire aiguë liée à un conflit immunologique entre le patient et le sang transfusé et qui se traduisent par une détresse respiratoire aiguë qui n'est pas liée à un œdème aigu pulmonaire après la transfusion, mais là c'est beaucoup plus anecdotique. On recommande pour ce patient de transfuser des concentrés érythrocytaires phénotypés. Phénotypés, ça veut dire que ces culots sont non seulement compatibilisés ABO et Rhésus, comme pour tous les patients, mais également sur des systèmes antigéniques moins importants pour une transfusion habituelle, comme l'antigène grand D ou le système KEL. Cela afin de prévenir l'allo-immunisation du patient puisqu'il sera transfusé de façon itérative et s'il s'immunise contre des antigènes mineurs, ça risque de compliquer la réalisation de transfusion. Donc on essaye de lui donner des culots les plus proches possibles de son phénotype érythrocytaire complet. Que signifie le terme phénotypé pour les culots globulaires? Et dans quel cas peut-on se permettre de surseoir à ce type de culot? Donc, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, le phénotypage, ça veut dire qu'on ne se limite pas à identifier son phénotype Rhésus et ABO, mais qu'on identifie 6 ou 7 autres antigènes pour lui donner des concentrés parfaitement compatibles. Les culots phénotypés, ce n'est pas nécessaire pour un patient qui aura une transfusion, par exemple un accident de la voie publique avec un syndrome hémorragique, vous transfusez le patient, non seulement vous n'avez pas le temps de demander des culots phénotypés, mais en plus il n'y a aucun intérêt parce qu'a priori le patient qui a une hémorragie sur un accident de la voie publique n'aura pas d'autres transfusions dans sa vie et donc il n'est pas nécessaire de le transfuser en phénotypé. Voilà, la question 6, vous revoyez votre patient régulièrement pour des transfusions, vous le transfusez de 2 culos toutes les 3 semaines. Au bout d'un an, son bilan montre une cytolyse avec toujours une anémie et une ferritine à 1400 microgrammes par litre.
un coefficient de saturation de la transférine à 90%. Quelles complications suspectez-vous et quel bilan demandez-vous? Alors, chez ce patient qui est transfusé de façon itérative, on suspecte une hémochromatose post-transfusionnelle puisqu'il a une petite cytolyse qui traduit probablement une atteinte hépatique de l'hémochromatose et il a surtout la ferritine qui est augmentée donc ça, la ferritine pourrait être augmentée du simple fait de la cytolyse hépatique, mais le coefficient de saturation de la transférine est lui également très élevé, ce qui traduit la surcharge en fer de ce patient. En cas de doute diagnostique, bien sûr, on peut réaliser une ponction de biopsie hépatique avec une coloration de Pearls qui montrera la surcharge hépatique en fer. Et le bilan en fait lésionnel comprend une IRM hépatique ou une échographie hépatique et une IRM cardiaque. L'IRM cardiaque est actuellement le meilleur examen pour apprécier l'atteinte du myocarde par l'hémochromatose. Vous allez rechercher également une atteinte endocrinienne, une hypothyroïdie, donc le dosage de la TSH, un diabète par insuffisance pancréatique endocrine liée à l'hémochromatose en faisant des glycémies à jeun, et puis rechercher une atteinte de la tige pituitaire avec le dosage des hormones sexuelles FSH, LH et de l'hormone testiculaire, la testostérone. Et puis vous allez quand même rechercher également d'autres causes de cytolyse chronique comme l'hépatite B, l'hépatite C ou le VIH, surtout chez ce patient qui est transfusé de façon itérative.